Et salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine, sur ce plateau, on fait découvrir tout ce qui agite les sociétés. On en parle avec nos blogueurs. Et ce soir, dans le Social Blog, Roni Edri de la page Facebook Israël Love Iran, célébrissime page Facebook. Vous êtes graphiste, Roni, et à l'origine de nombreuses initiatives autour de la paix. Merci d'être avec nous ce soir. Et avec vous, Jonathan Parianti du site Routes Israël, un site de découverte du pays tout en décalage. À noter que vous êtes aussi engagé en politique aux côtés de Naftali Bennett et de son parti. Merci d'être avec nous. On va profiter des JO de Sochi ce soir pour parler de sport. Au menu donc de Social Blog, des cours d'arts martiaux pour rapprocher juifs et arabes, des bodybuildeuses iraniennes qui tentent de vivre leur passion et le choix des blogueurs. Avant de parler de tout ça, petit tour du monde en 56 secondes de l'actu de la nouvelle génération. On se connecte tout de suite au 56K. Après New York, c'est à Medellín en Colombie que s'est déroulée la journée sans pantalon. Plusieurs centaines de jeunes ont ainsi investi les rues de la ville à l'appel des réseaux sociaux pour réclamer plus de liberté. L'essence du message, l'important n'est pas la façon dont on s'habille, mais la personne que l'on est. En Iran, le geste de solidarité d'un instituteur a bouleversé le pays jusqu'à son président. Le petit écolier Mahan Rahimi, devenu soudainement chauve, était sans cesse la cible de railleries de ses camarades. Lassé d'une telle situation, Mohammad Ali Mohammadian a décidé de se raser la tête en signe de solidarité. Quelques jours plus tard, c'est toute la classe qui lui a emboîté le pas. Le soutien-gorge à vie est surtout invisible, c'est pour bientôt. Des médecins israéliens ont développé une nouvelle technologie, un soutien en silicone directement greffé sous la peau, une petite révolution qui évitera à votre belle poitrine de subir l'inéluctable attraction terrestre. Roni, votre choix parmi ces trois infos? C'est pas juste parce qu'il y a des seins à la fin, donc je me rappelle que des seins. D'accord, donc ça sera votre choix. Des seins, voilà. Ok, Jonathan. Moi j'ai pas retenu les implants. Par contre l'initiative de ce professeur est absolument formidable et je pense que c'est un acte courageux. Donc le professeur iranien. Et c'est vraiment remarquable. Ouais, très bien. Se poser sur un tatami pour éviter de le faire ailleurs et surtout pour fraterniser. Une idée toute simple à l'origine de Budo for Peace. Cette association fait se rencontrer depuis 12 ans enfants, adultes et ados de tous bords pour leur permettre tout simplement de se connaître. Nous avons rencontré Dani Hakim, c'est le fondateur de Budo for Peace. Il nous raconte son parcours et sa méthode. C'est le portrait de la semaine et il est signé Dany Swaibel. Hi, my name is Dany Hakim. Je m'appelle Dany Hakim, je viens d'Australie et je suis le fondateur de Budo for Peace. Budo for Peace. Créée en 2004, Budo for Peace est une ONG israélienne présente en France, en Turquie, en Éthiopie et en Jordanie. L'association est aussi présente partout en Israël, dans des lieux aussi symboliques que stratégiques. Le but, réunir autour du judo des enfants d'origines très différentes. Nous avons des enfants à Jisra Karka, un village arabe proche de Césarée, une banlieue riche juive. Nous avons des enfants éthiopiens de Pardes Rana. Nous avons des enfants juifs et religieux de Kiryat Gat. Dans le nord, nous avons aussi des enfants arabes et arabes chrétiens. Nous avons aussi des Druzes de tout Israël. Quand ils sont ensemble, tous habillés pareil, qui font les mêmes mouvements selon les mêmes rituels, c'est une plateforme solide. It's really a platform, a solid platform. Aujourd'hui, jeunes juifs et arabes combattent ensemble pour la première fois. Au programme, du sport bien sûr, mais aussi une leçon de vie. Budo vient du japonais bu, qui signifie guerrier, et do, qui signifie chemin. Un code de conduite basé sur la résolution de conflits, la détermination, la maîtrise de soi et le respect mutuel. J'ai rencontré beaucoup de monde. Ça m'a aidé dans mes relations sociales et aussi à rendre service aux autres. En connaissant beaucoup de monde, ça améliore mon caractère et je ne suis pas seule. Si Dany a réussi en tant qu'Israélien à exporter son concept dans les pays arabes, il le doit sûrement à l'histoire de sa famille. My parents are from Egypt, from Cairo and Alexandria.
Mes parents sont originaires d'Égypte, du Caire et d'Alexandrie. Je suis né en Australie et mes grands-parents étaient de Sfat, 7 générations de Sfat. Et mon arrière-grand-père était le grand rabbin. Donc pour moi, être né en Australie et être revenu en Israël pour faire ce travail me fait sentir comme un réfugié palestinien juif. Et je me sens très concerné par ma mission de rapprocher entre enfants juifs et arabes. Pas seulement ici, mais j'espère bientôt en Égypte. Nous l'avons déjà fait en Turquie et en Jordanie. Et l'idée doit se développer. Ronnie, vous êtes papa. Est-ce que vous mettriez vos enfants au Budo for Peace, à ce karaté interconfessionnel? Moi, oui. Mon fils, oui. Et ma fille, j'imagine que, ouais, pourquoi pas, qu'elle apprenne un peu à se Mais c'est pas forcément le but, hein, c'est quand même de non, se mais rencontrer oui, évidemment. et de se connaître. Jonathan, même question. Super belle initiative. Le problème du conflit israélo-palestinien commence par le fait que les populations ne se connaissent pas. Donc si on apprend finalement à se connaître, dès l'enfance en plus pour ces jeunes-là, c'est formidable. Donc oui, je mettrais mes enfants volontiers, ma fille, mon fils, ma femme. Alors on parle ici de sport et de paix, mais si on regarde de plus près, généralement, il y a eu beaucoup de cas de boycott d'athlètes arabes qui n'ont pas voulu jouer et concourir face à des Israéliens pour des raisons purement politiques. Leur fédération leur a interdit. On va voir l'image de Malek Jaziri. C'est un jeune tennisman tunisien. Il est dans le même club que Amir Vintroum. Il joue dans le même club à Sarcelles. Ils ont eu à se rencontrer en octobre dernier et sa fédération l'a empêché de rencontrer l'Israélien. Est-ce que finalement les fédérations arabes ont raison de politiser le sport ou est-ce que c'est complètement, totalement contre-productif pour leur cause sur la scène internationale? On voit d'ailleurs que la fédération tunisienne a été interdite de Fed Cup suite à cet incident. Pour moi, oui, c'est contre-productif et je pense que le sport, ça permet, même pendant certains conflits ou en cas de conflits entre certains pays ou certaines tensions, ça permet quand même de rapprocher les gens, d'avoir toujours une porte ouverte malgré tout. Donc pour moi, c'est contre-productif. Et ce qui est en plus navrant, je suis sûr que le sportif lui-même, il aurait préféré le faire, son match. C'est ce qu'il a dit, mais voilà, il n'a pas trop voulu intervenir. Jonathan? Un petit peu d'accord avec Ronnie, c'est-à-dire qu'en fait, ces fédérations, ces pays directement impliqués dans ce genre d'opposition à des compétitions sportives, finalement, se décrédibilisent plus qu'autre chose. Finalement, c'est évidemment contre-productif, dans le sens où, au lieu de faire avancer les choses dans le bon sens, ils font tout l'inverse et c'est malheureux. Alors on va revenir en Israël avec le cas du Beitar Jérusalem qui connaît des problèmes de racisme. On va voir deux joueurs tchétchènes à leur arrivée, donc ils sont d'origine musulmane. Ils ont été très mal accueillis par les plus extrémistes supporters, des ultras. Et vous allez regarder cet extrait qui a choqué les Israéliens. C'était lors d'un match Hapoel Tel Aviv Beitar Jérusalem. On regarde. Qu'est-ce que vous pensez de ces images accablantes? C'est vraiment accablant, c'est vraiment navrant. J'ai suivi l'histoire de très près parce que je connais quelqu'un qui les connaissait, donc qui les a accueillis à l'aéroport et tout ça. Et donc j'ai entendu un peu leur version des faits. Les deux pauvres joueurs qui étaient venus là vraiment pour faire du sport et qui se sont retrouvés pris dans cette histoire complètement malade. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré tous les malades mentaux là, qui leur ont crié, il y avait aussi beaucoup d'Israéliens qui leur ont tendu la main et qui leur ont dit, qui ont essayé un peu de... Jonathan, est-ce qu'un stade, c'est pas l'endroit où on cristallise toutes les tensions d'une société? En Israël comme ailleurs? En Israël comme ailleurs. Et on peut voir que ce qui se passe en Europe, dans certains clubs, notamment italiens, se transporte en fait malheureusement en Israël. Et ce même racisme qu'on retrouve sur certains terrains européens, on le retrouve malheureusement en Israël. On mime les Occidentaux et ça c'est malheureux puisque je pense qu'Israël a beaucoup plus à apporter. Nous sommes un pays de tolérance et d'ouverture et c'est malheureusement un mauvais exemple. À côté de ça, je pense que comme l'a précisé Ronnie tout à l'heure, c'est
c'est une certaine minorité, ces ultras qui sont dans ce club de Jérusalem. Vous y vivez à Jérusalem? J'y vis et honnêtement, c'est une minorité qui scande des slogans racistes comme cela et c'est malheureusement déplorable et ça ne devrait pas exister en tout cas et surtout pas sur un terrain de foot. En Iran, certaines femmes se découvrent une passion pour le bodybuilding, un phénomène underground qui met en lumière les barrières auxquelles font face les femmes pour pratiquer leur sport. Le régime encourage pourtant les femmes à faire de l'exercice, notamment au plus haut niveau. État des lieux du sport iranien côté féminin, c'est Le Poste. Il est signé Coralie Simon, Léa Robineau et mise en image par Raphaël Cohen. Pas facile d'être bodybuilder en Iran, surtout quand on est une femme, alors que les pratiques sportives commencent tout juste à se développer pour les athlètes professionnelles féminines du pays. Les contraintes, elles, se multiplient, port de la tenue islamique obligatoire et surtout ne pas ressembler à un homme. Exit les épaules trop carrées et les mollets trop visibles. Pour se muscler, le parcours est semé d'embûches. La plupart des entraîneurs sont non diplômés et ils sont à l'origine de nombreux accidents. De plus, les gérants des salles de sport de Téhéran refusent toujours l'organisation de compétitions underground par peur d'avoir des problèmes. Des concours amateurs virtuels s'organisent donc sur le net et sur les réseaux sociaux. Un futur incertain pour ces bodybuilders en herbe, alors que la popularité de ce sport aurait atteint des sommets chez la gente masculine. Mais les femmes ne sont pas en reste et n'en démordent pas. Futsal, escalade, échecs, taekwondo ou course à pied. Elles participent aux concours internationaux et la municipalité de Téhéran a voulu répondre à cette demande croissante par la création de nombreuses associations sportives publiques. Si quelques sportives iraniennes brillent par leur performance sur la scène internationale, en coulisses, l'histoire est tout autre et la Mashgari s'est vue refuser le record pour femmes de natation en mer avec 20 km parcourus et ce, sous un poids de 6 kg dû à son maillot islamique intégral mouillé, mais pourtant recalé au motif que sa tenue n'était pas assez conforme à la charia. Encore une fois, la République islamique brille par ses paradoxes. C'est une femme qui a ouvert la voie aux athlètes iraniens à Sotchi, mais la seule en jupe longue et sans fente, s'il vous plaît. Jonathan, la jupe longue à Sotchi, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le régime iranien a mis en place une espèce de propagande mal huilée. C'est-à-dire qu'ils essayent de nous faire croire, en envoyant une femme dans le cortège donc d'ouverture des JO de Sotchi, qui s'ouvre finalement et que... En fait, non, là c'était vraiment la femme qui ouvrait, la russe qui ouvrait, et ils l'ont obligée à mettre une jupe longue. Alors, je sais que vous êtes plutôt religieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de pratique? Non, mais il fallait laisser la fente. L'important, je pense pas que l'important soit là. Honnêtement, faut dépasser ces idées et ces débats-là. Je pense que les Iraniens ont beaucoup de chemin à faire et ce serait bien qu'ils s'y mettent. Ronnie, vous connaissez bien les Iraniens puisque vous leur parlez quasiment tous les jours via votre page Israël Love Iran. Est-ce que le régime iranien ne tient pas un double discours avec justement cette mise en avant des femmes qui font du sport, et puis on a vu dans le sujet qu'il y avait de vraies difficultés? Ouais, c'est sûr, mais enfin, c'est tous les régimes ou tous les pays qui vont tenir leur discours par rapport au sport, et derrière il y a les sportifs qui essayent de faire ce qu'ils sont venus faire, de pousser l'exploit sportif. Et moi je trouve que c'est quand même mieux d'avoir une Iranienne en jupe longue que de ne pas avoir d'Iranienne du tout. Donc c'est déjà ça, de les avoir sur le terrain, d'avoir cette ouverture-là, d'avoir ces images-là, que d'avoir même si ça sert le régime. Même si ça sert le régime, ça fait quand même... parce que les gens, ils sont pas bêtes à ce point-là, et ils voient quand même, et ils voient au-delà de l'image que le régime veut faire passer. Alors, depuis le 5 juillet 2012, la FIFA a accepté le port du voile sur un terrain de football au JO. Est-ce que pour vous, en fait, c'est une victoire tout simplement de la religion et du dogme et de certains extrémismes sur l'esprit sportif? Et je sais que donc vous êtes religieux, est-ce que vous acquiescez? Personnellement, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'on peut laisser libre certaines personnes de confession, peu importe d'où ils viennent et quelle religion ils pratiquent, de pratiquer leur culte, et même sur un terrain. Olympique, Ronnie? Moi, la religion, ça m'énerve, donc oui. Je vois pas pourquoi il faudrait tout mélanger. À partir d'un moment où tu rentres dans une piscine et que tu fais une course, t'enlèves ta kippa, t'enlèves ta burqa, tu fais ta course, tu la remets. Je pense pas que ça doit l'offenser à ce point-là, mais bon. Merci à vous deux. Qui de mieux qu'un blogueur pour vous sélectionner le meilleur du web? Ils sont là, ils nous ont amené leur coup de clic.
commence avec vous, Ronnie. Vous avez sélectionné un site qui parle de design, c'est ça ? Ouais, donc c'est un pote à moi qui fait du design, qui est très engagé politiquement. Donc c'est du design et de la politique. Comme ça, ceux que ça intéresse, ils peuvent un peu voir ce qui se passe derrière la vie politique israélienne. Ça s'appelle... Sixton, c'est ça ? Ça s'appelle... Ça, c'est l'adresse ? Ouais, 61 COIL, en hébreu, Shishim Ve'echad. Donc c'est en hébreu, mais c'est du graphisme. C'est en hébreu, mais bon, on comprend quand même. Jonathan. Et il parle de Naftali Bennett comme étant un criminel apparemment. Oui, bon, ça c'est pas grave, ça c'est sera un autre débat. Votre site, rapidement. Notre site c'est Combini, un site qui propose du design, du pop art, très sympa, Combini, allez voir. Très bien, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous deux, merci à toute l'équipe d'avoir aidé à le préparer. Merci surtout à vous de l'avoir suivi. Les liens, les coulisses de l'émission, c'est sur la page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, même heure sur ce plateau. On parlera musique et Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.